présente, oui. Donc, je m'appelle Flore Dupoux, je suis kinésithérapeute et je suis aussi chargée de mission salariée pour l'URPS Kiné Île-de-France. Donc bonjour, Yvan Tourjanski, kinésithérapeute et président de l'URPS Kiné Île-de-France. Et moi, c'est Mathilde Mousset, chargée de mission CPTS. Merci. On va commencer par un petit sondage. Savez-vous dans quelle zone vous êtes situé? Alors, la zone là où vous exercez principalement. Est-ce que tout le monde a répondu? Il reste encore trois répondants. C'est quoi l'URPS? Alors, l'URPS, c'est une association qui est financée par une partie de ce que vous gagnez en tant que libéraux et qui répond à tout un tas de missions qui sont définies par décret. Je peux laisser Yvan donner quelques éléments Oui, de plus. rapidement, on est l'interface entre les kinésithérapeutes libérales et la déclinaison régionale du ministère de la Santé, qui est l'Agence régionale de santé. Et on a pour mission de représenter, accompagner et valoriser les kinésithérapeutes et la kinésithérapie sur l'ensemble de l'Île-de-France. Voilà. Donc il y a 10 professions conventionnées en Île-de-France, donc 10 URPS, des médecins ou kinésithérapeutes. Et après, il y a une par région, donc il y a 170 URPS en France, dont 17 URPS kinés en fonction des régions. Voilà. Merci Yvan. Il y a une personne qui n'a pas participé, mais on va considérer qu'on peut aller de l'avant. Donc essentiellement, vous savez tous où vous êtes situés, mais il y a quand même 3 personnes qui ne sont pas sûres. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer au sondage numéro 2. Tac. C'est un petit souci technique. Hop. Voilà. Est-ce que la classification de votre zone d'exercice correspond à ce que vous ressentez en termes de démographie médicale? Je n'arrive pas à lancer le sondage. Pourquoi? Voilà. Est-ce que la classification de votre zone d'exercice correspond à ce que vous ressentez? Si vous n'êtes pas sûr de votre zone d'exercice, vous pouvez aller sur santégraphie.fr et vous mettez le nom de la rue de votre cabinet et vous allez avoir tout de suite le zonage auquel correspond votre adresse. Santégraphie.fr. Ah, les réponses sont assez variées. Il y a encore une ou deux réponses et on passe à la suite. Okay, c'est assez varié. Il y a à peu près un tiers d'entre vous qui considèrent que la zone correspond à leur ressenti de la démographie locale. Un tiers qui n'a aucune idée. Ah non, ça a changé. Ça a changé. Vous êtes à peu près la moitié à considérer que ça ne correspond pas. Et 27% oui, ça correspond. Et 27% aucune idée. On partage les résultats. Très bien. Merci pour votre participation. On peut passer à la slide d'après. Donc, le nouveau zonage qui est arrivé à l'automne dernier, vous le voyez en cartographie à l'écran. Vous pouvez trouver donc la zone précise de votre rue d'exercice en allant sur Santégraphie. On a mis un lien raccourci à l'écran, mais Santégraphie sur Google, vous le trouvez assez simplement. Et donc, il faut savoir qu'il y a maintenant les zones qui étaient avant considérées comme très dotées ont été renommées en zones non prioritaires. Et donc, il y en a 3 en Île-de-France, le 6e, 7e et 8e arrondissement de Paris. Et donc, il y a une règle maintenant pour ces zones qui est de 1 pour 1 départ pour une arrivée, un conventionnement qui est conditionné au départ d'un collègue. Il y a quand même des possibilités de dérogation qui existent, on pourra en parler un petit peu plus tard. Et dans les zones très sous-dotées, il existe des aides à l'installation. Et l'ARS a décidé de majorer certaines zones, les aides pour certaines zones. On pourra pareil en parler
un petit peu plus tard. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions sur ce zonage, vous pouvez consulter notre site ou aller sur le site du PAPS. Et on peut passer à la suite. Merci Mathilde. Il faut savoir que pour l'Île-de-France, il y a 3 particularités vraiment spécifiques à l'Île-de-France. Déjà, il y a une croissance démographique des kinés qui est plus faible que la moyenne française. Premièrement. Deuxièmement, il y a une part assez importante de praticiens de 60 ans et plus qui est plus élevée que ce qu'on peut observer en France. Et troisième spécificité francilienne, il y a quand même des territoires vraiment très variés, très hétérogènes en Île-de-France, où on peut passer d'une démographie de 0 kiné pour 10 000 habitants dans certaines villes à plus de 40 kinés pour le même bassin de population dans d'autres zones. Donc il y a une hétérogénéité très 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 importante en Île-de-France. On a mandaté une étude sur le zonage par une géographe qui est spécialiste des inégalités territoriales de santé, qui s'appelle Joy Reynaud. Il y a donc un QR code, vous pouvez accéder à l'entièreté de l'étude qui a été publiée. Et il y a aussi sur notre chaîne YouTube une petite présentation qu'elle a faite elle-même de son étude, que vous pouvez visionner gratuitement en tout temps. On peut passer à la slide suivante. Merci. Et donc, du coup, cette étude, elle a été présentée à tout un panel d'acteurs lors du colloque qui a eu lieu en novembre, le 6 novembre dernier. Et donc, du coup, il y a eu aussi donc, une première partie de présentation de cette étude par la géographe et ensuite 2 tables rondes sur différents sujets, le sujet du zonage et puis le sujet de les leviers complémentaires au zonage, parce que finalement, il n'y a pas que le zonage pour améliorer l'accès aux soins. Et donc, il y a eu des débats qui ont eu lieu avec tout un tas d'acteurs. On peut mettre la slide suivante. Simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire que tous ces éléments ont été débattus par des représentants de l'ARS, de l'assurance maladie, des représentants d'usagers, des kinésithérapeutes, des représentants d'IFMK, étudiants. Donc tout ce beau monde rassemblé dans une salle pour discuter de ces éléments-là. On a pondu un résumé, une synthèse de ce colloque que vous pouvez voir. Alors, peut-être qu'on a mis le QR code juste après. Non, on le mettra à la toute fin. Un lien vers une synthèse infographie des éléments qui ont été discutés et aussi les contenus sont disponibles en replay. Pour l'instant, il n'y a que la vidéo de Joy Reynaud qui est disponible en replay, mais on est en train de préparer le replay des tables rondes et des conclusions de ce colloque. Absolument. L'idée, c'était vraiment de montrer que le zonage, c'était quelque chose qui était descendant de la part du national, que ce soit du ministère, de nos syndicats et de l'assurance maladie, et de voir si localement, les acteurs qui étaient de terrain étaient en accord avec ce zonage, connaissaient ce zonage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a invité de l'ordre à les représentants des étudiants, mais aussi des usagers pour voir si ça correspondait bien à ce que l'État voulait au niveau national. Dans le but, évidemment, de faire des propositions si jamais ça n'était pas le cas. Merci pour cette précision. Et donc, du coup, on va passer à vos questions. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de d'abord répondre aux questions qui étaient posées lors de ce colloque et qu'on n'avait pas eu le temps de traiter, malheureusement, parce que la journée avait été très dense et qu'il y avait déjà beaucoup de questions. Donc, du coup, commencer par ces questions-là qui peut-être répondront à vos questions. Et puis, au fur et à mesure, si elles ne répondent pas à vos questions, de nous les poser, tout simplement. Je vois qu'il y en a déjà une sur le chat. Alors, du coup, on a classé les questions qui avaient été posées au colloque en 4 catégories. Des questions qui portaient sur la méthode du zonage, des questions qui portaient sur la pertinence de l'outil, des questions qui portaient sur les modalités d'application du zonage et enfin des questions hors zonage, quels étaient les outils complémentaires qui pouvaient être envisagés pour améliorer l'accès aux soins. Alors, sur la méthodologie du zonage, pardon, il y avait 3 questions qui avaient été posées. Est-ce que les pratiques en kiné sont suffisamment homogènes pour avoir un indicateur fiable et robuste dans l'APL? Il faut savoir que l'APL, c'est l'indicateur qui est utilisé pour mettre l'étiquette zone sous-dotée, zone très sous-dotée. Si vous voulez en savoir plus sur l'APL, on a mis dans la marge le lien vers le site du ministère qui décrit l'indicateur.
Deuxième question, pourquoi ne pas tenir compte des annuaires professionnels des sociétés savantes pour intégrer les spécificités d'exercice dans le zonage? Et troisième question, ne faudrait-il pas prendre en compte la qualité de vie des kinés aussi dans le zonage et rester uniquement incitatif plutôt que restrictif ou punitif? Je vais passer la parole à Yvan pour répondre à la première question. Alors, donc, est-ce que les pratiques en kinésithérapie sont suffisamment homogènes pour avoir un indicateur en ETP suffisamment fiable et robuste dans l'APL? Il est sûr que dans les précédentes enquêtes que nous avons faites à l'URPS Kiné Île-de-France, on s'est aperçu que, en fait, 60% des kinésithérapeutes en Île-de-France se disaient kinésithérapeutes généralistes et 40% se disaient kinésithérapeutes ayant une spécificité d'exercice. À partir de là, on peut considérer qu'un ETP homogène correspond à peu près à 60% de notre activité. Donc on peut dire qu'en gros, en plus d'un kiné sur deux est entre guillemets homogène dans sa pratique et peut refléter évidemment l'action et l'exercice de l'ensemble des kinésithérapeutes sur notre territoire d'Île-de-France. Donc c'est vrai que si on sortait les 30 ou 40% de spécialistes, on aurait évidemment un ETP plus homogène, mais là on peut dire que majoritairement, puisqu'on est à plus de 60%, cette ETP est homogène. Et donc fiable et robuste pour représenter l'équivalent temps plein, puisque le TP c'est un équivalent temps plein, sur une activité homogène de kinésithérapie répondant aux besoins de la population. Et je me permets de compléter, c'est vrai que nous, on travaille sur la reconnaissance des spécificités d'exercice. Enfin, aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte dans le zonage, mais on essaie qu'elles soient prises en compte, notamment dans tout ce qui est dispositif de dérogation, Absolument. pour faciliter l'installation des pratiques spécifiques dans certaines zones qui en sont encore plus sous-dotées que le zonage classique. Tout à fait. C'est le point faible du zonage qui est en fait qui a été fait pour une activité homogène et ce qu'a fait le ministère de la Santé sur la définition de l'APL en choisissant un ETP, ils sont basés évidemment sur les médecins généralistes. Sur les médecins généralistes, ils ont majoritairement une pratique homogène et de ce fait-là, après, ils ont décliné sur les autres professions sans se poser de questions. Donc clairement, aujourd'hui, et vous l'avez vu, et ça a été une question sur le chat, il y a des priorités, il y a des dérogations. Et ces dérogations, bien évidemment, font, entre guillemets, partie des spécificités d'exercice des kinésithérapeutes. Et donc, pour évaluer, entre guillemets, ces spécificités d'exercice sur le terrain, dans l'avenant 5, c'est-à-dire en 2018, on n'avait pas tellement d'informations. Aujourd'hui, on a des lettres clés traçantes grâce à l'avenant 7. Et donc, on va pouvoir avoir un peu plus d'idées sur ces spécificités d'exercice à travers des lettres clés traçantes, ce qui permettra au département 75, puisque c'est le seul où il y a des arrondissements non prioritaires, de pouvoir avoir une idée si est-ce qu'il y a suffisamment ou non d'actes de pédiatrie, pneumologie et autres pour pouvoir justifier de ces dérogations. Merci Yvan. Je propose qu'on regarde on jette un œil au chat. Une personne demande si on a un cabinet qui est déjà un arrondissement classé zone non prioritaire et que l'on souhaite déménager dans la même zone. Est-ce possible? Oui, tout à fait. Oui. Tant qu'on reste dans la zone, il n'y a pas de problème. C'est pour arriver dans la zone ou sortir de la zone où là, c'est l'assurance maladie. Il faut renseigner l'information auprès de l'assurance maladie. Deuxième question de Lorraine, même question, enfin même personne qui pose une question différente. Y a-t-il des dérogations en zone non prioritaire pour les kinésithérapeutes spécialistes, par exemple maxillofacial exclusif? Il me semble que oui, Oui. que le maxillofacial fait partie des spécificités qui peuvent mener à l'acceptation d'une demande de dérogation. Et il faut que la spécificité d'exercice soit exercée à plus de 50%. Donc, si quelqu'un qui fait du maxillo exclusivement, a priori, ça devrait tout à fait être accepté. Mais là, dans votre cas, si c'est un déménagement dans la même zone, de toute façon, ça ne devrait pas poser de soucis. Absolument. Y aura-t-il une évolution du zonage actuel dans les années à venir? À quelle date sera revu le zonage? Fin 2026? Absolument. Il y a en fait, depuis la loi Valtou, c'est-à-dire l'ancien ministre de la Santé qui avant était député et qui maintenant est toujours député, il avait proposé un amendement dans une PPL Valtour avant décembre 2025, 24,
C'était à l'été. Et donc, avant décembre 2024, il devait y avoir déjà un rebasage de tous les zonages, dont le nôtre. C'est pour ça qu'il est sorti le 6 novembre 2024. Et en fait, la loi impose un rebasage tous les 2 ans. La question qui se pose et qui n'est pas encore élucidée, c'est est-ce que c'est un rebasage complet de la méthode ou c'est juste une actualisation des données en fonction des données, entre guillemets, les plus récentes, puisqu'on se base toujours sur les données de la population et la donnée de la démographie des professionnels de santé. Et c'est vrai que si la population augmente ou si la démographie des professionnels de santé change, évidemment, le ratio qui détermine, entre guillemets, la couleur de la zone peut changer. Donc là, ce qui est sûr, c'est que le colloque qu'on a fait le 6 novembre était présent, l'ARS Île-de-France, qui s'est engagé à faire un groupe de travail général sur tous les zonages, donc toutes les professions qui sont concernées par le zonage sont autour de la table pour faire des propositions au ministère de la Santé et donc pouvoir faire évoluer ce zonage le plus rapidement possible sans attendre une nouvelle négociation, je dirais conventionnelle, qui, elle, a lieu tous les 5 ans. Voilà. Alors, je continue avec la question de... La liste des spécificités, Oui, tu venais de la voir. je vous l'envoie sur le chat. C'est indiqué page 13 de la Convention nationale. Je vous mets aussi le lien vers la Convention nationale, qui, elle, n'a pas été modifiée par l'avenant 7. Donc, normalement, ces spécificités-là sont celles qui sont considérées aujourd'hui pour les dérogations. Absolument. Et c'était déjà le cas, donc à partir de l'avenant 5, puisqu'en fait, c'est juste l'avenant 7 est une réactualisation et une modification un peu des pourcentages de zones, mais pas des éléments dérogatoires. Alors, on va passer à la question 2 qui est issue du colloque. Maintenant qu'on a répondu à toutes les questions du chat, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein. Alors, pourquoi ne pas tenir compte des annuaires professionnels des sociétés savantes pour intégrer les spécificités d'exercice dans le zonage? Alors, c'est évidemment intéressant de l'avoir. Le problème, c'est que les annuaires des professionnels des sociétés savantes, il n'est pas mis à jour. Et donc, on se base évidemment sur des données qui peuvent être plus précises et plus justes, puisque nous sommes 10 500 kinésithérapeutes libéraux en Île-de-France. Et donc, c'est pour ça qu'à l'URPS qui est Île-de-France, on essaye d'inciter les kinésithérapeutes à se décrire, évidemment, dans les annuaires des sociétés savantes, mais aussi sur le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, qui est accessible à tous les kinésithérapeutes et qui peuvent évidemment décrire ces spécificités dans le zonage. Et donc, de ce fait-là, comme le ROR est une base de données officielle qui est vue aussi bien par l'ordre, par l'assurance maladie, et par l'ARS et par l'URPS et par tout le monde, tous les professionnels, eh bien, évidemment, on incite l'État à tenir compte de ces annuaires pour pouvoir justement gérer le zonage. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que sur 10 500, il y a 600 personnes qui sont décrites dans l'Aurore et on est toujours, je dirais, dans la volonté d'étendre ce pourcentage pour que ce soit significatif, alors que là, sur 500 personnes, ça l'est pas pour avoir les descriptions et les zonages. Donc, on travaille évidemment avec les sociétés savantes pour pouvoir intégrer ces données et pour pouvoir évidemment recenser et le prendre en compte dans le zonage. Le souci du ROR, c'est qu'on ne peut pas vous inscrire pour vous. Il faut que ce soit vraiment fait par le praticien pour lui-même. Donc, c'est une connexion sécurisée avec votre carte CPS. C'est un annuaire qui est gratuit, sécurisé et public. Donc, vraiment, il présente cette particularité-là, enfin, en tout cas cet avantage par rapport aux autres annuaires qui peuvent être privés, à but commercial ou payants. Celui-là reste public et gratuit. Vraiment, on vous incite à vous y inscrire, même si l'inscription peut sembler un peu fastidieuse avec la carte CPS. C'est vraiment pour sécuriser vos données et votre description. Voilà. Donc, une autre question qu'on voit dans le chat, qui est si on est dans le 6e arrondissement, qui est en zone non prioritaire et qu'on veut s'installer dans le 8e, qui est non prioritaire, eh ben, je pense que c'est une autre zone, puisque c'est 2 zones différentes. Donc ça, en Île-de-France, on n'a pas traité ce genre de problème. Je pense qu'il faudra voir avec les représentants, Alizé, SNMKR et FFMKR de Paris, puisque c'est les 3 syndicats qui sont présents au niveau de l'assurance maladie et qui vont regarder en fait ces demandes de dérogation
donc intra-zone non prioritaire au sein de Paris. Troisième question issue du colloque, portant sur la méthodologie du zonage. Ne faudrait-il pas prendre en compte la qualité de vie des kinés aussi dans le zonage et rester uniquement incitatif plutôt que restrictif? Oui, alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie des kinésithérapeutes? Est-ce que c'est les revenus? Est-ce que c'est le surmenage, l'épuisement professionnel? Donc on n'a pas réellement une définition de la qualité de vie. Ce qui est sûr, c'est que l'incitation dans les zones sous-dotées à avoir plus de kinésithérapeutes, normalement, doit diminuer la pression que les kinésithérapeutes dans ces zones ont vis-à-vis de leur patientèle, avec le nombre de personnes qui téléphonent ou qui sont pas contents, etc., parce qu'on ne peut pas leur donner des rendez-vous rapidement. Donc ça, théoriquement, a un intérêt pour diminuer, enfin augmenter la qualité de vie professionnelle des kinésithérapeutes en diminuant, entre guillemets, la pression des patients à trouver une place chez les kinés. Donc on est incitatif sur l'Île-de-France, puisque le zonage aujourd'hui est incitatif dans 17% de la population et donc dans 17% à peu près de la surface du territoire d'Île-de-France, et punitif ou restrictif seulement dans 1%, c'est-à-dire les 3 territoires. Donc on peut considérer quand même que ce zonage a tendance à prendre en compte la qualité de vie, et l'esprit du zonage a tendance à prendre en compte la qualité de vie des kinésithérapeutes sur, entre guillemets, la démographie. Après, la qualité de vie, elle passe aussi par les rémunérations, et ça, c'est un autre débat qu'il faudra engager, évidemment, avec vos syndicats représentatifs que sont Alizé, la FFMKR et le SNMKR. En tout cas, c'est vrai que dans la méthode de calcul du zonage d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur lié directement à la qualité de vie en tant que telle. La méthode, elle est axée sur les équivalents temps plein kiné, l'accessibilité en termes de distance Oui, l'âge des et professionnels. l'âge des professionnels. Et je crois que ça s'arrête là. Oui, il y a des indicateurs aussi qui modèrent un peu, qui peuvent modérer. C'est ce qu'on appelle l'IDH2, c'est-à-dire en fait la qualité de la population, savoir si on a des populations pauvres qui demandent plus de soins ou des populations riches qui en principe demandent moins de soins. Voilà, donc, mais c'est des curseurs qui ne prennent pas en compte la qualité de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les études que l'on a faites, on s'aperçoit que de plus en plus, je dirais l'épuisement professionnel, le burn-out ou entre guillemets la pression des patients vis-à-vis de nos cabinets, même en zone intermédiaire, et ça correspond à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent qu'ils ne sont pas dans les bonnes zones parce que ça devrait être des zones plus aidées avec moins de professionnels. C'est ce qui est ressorti de notre enquête de 2021. Clairement, je veux dire, la qualité de vie, on peut penser aujourd'hui qu'elle n'est pas prise en compte, si ce n'est quand même par le fait d'avoir plus de gens dans les zones sous-dotées. Merci Yvan. Sur le chat, plusieurs questions portant sur est-ce que les zones intermédiaires et les zones sous-dotées sont éligibles aux aides. A priori, pour les aides de l'assurance maladie, il n'y a que les zones très sous-dotées qui sont éligibles. Il peut y avoir des aides qui sont envisagées par des mairies, des collectivités locales en bonus, mais vraiment sur les aides de l'assurance maladie, malheureusement, c'est que très sous-doté. La plupart du temps, en fait, les aides, notamment de la région ou du département ou de la mairie, sont basées sur en fait, le zonage médecin. Et donc, comme nous, on a un autre zonage, on n'est pas éligible. Et c'est vrai que, comme pour, entre guillemets, les lunettes ou des choses comme ça, c'est-à-dire que si vous avez une part de remboursement de l'assurance maladie, soit-elle modique, les mutuelles peuvent compléter. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que la région ou le département considèrent que si vous êtes dans une zone où, conventionnellement parlant, vous êtes aidé, eux majorent les aides. Mais en fait, s'il y a pas d'aide, entre guillemets, sur la zone, parce que la cartographie nationale n'a pas délivré en fait, d'aide dans ces zones-là, et ben en fait, il n'y a pas d'aide, ou c'est des aides modiques d'équipement ou des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec celles que l'on touche, qui sont de l'ordre de 50 000 euros au maximum, enfin 49 000, pour l'installation et l'exercice dans ces zones. Et oui, c'est même parfois des prêts, donc c'est pas forcément une aide, une subvention. C'est un prêt qui veut dire qu'il faut aussi que vous ayez un prêt par vous-même. Enfin, c'est des Voilà. modalités un petit peu Et compliquées. après, sinon, vous avez des zones franches,
qui sont pas forcément aujourd'hui identifiés dans les zones sous-dotées, enfin très sous-dotées, qui peuvent aussi amener d'autres aides. Mais on a sur notre site, en fait, un récap de toutes les aides, ou sinon vous avez les permanences locales d'aide à l'installation par notre association Inter-URPS qui vous permettent d'avoir vraiment spécifiquement pour vous le détail de toutes les aides. Donc ça, si vous voulez plus d'informations sur ces permanences locales d'aide à l'installation, les PLAI, il faut aller sur le site de l'AIUF. Et il y en a une fois par mois à peu près. Absolument, Et une ça fois par mois permet dans chaque de département. regrouper les questions. Et il y a des interlocuteurs de la CPM, de l'ARS. Enfin, toutes les personnes concernées ont un référent sur place pendant. C'est des visios, hein, des Oui. visios, qui peuvent du coup répondre vraiment précisément à vos questions portant sur les aides. Sinon, il y a le site du PAPS qui est très bien fait aussi pour avoir des informations là-dessus. Ensuite, on va passer à la slide suivante. Donc, il y avait des questions. On a répondu aux questions sur la méthodologie du zonage et il y avait des questions qui portaient sur la pertinence de cet outil. Donc, première question, il a été dit que nous étions à la 3e version du zonage qui naît en Île-de-France. Y a-t-il eu une évaluation des précédents zonages avant la mise en place de l'édition 2024? Alors, clairement, donc premier zonage qui a été accompagné par les conventions. Donc, première convention avec premier avenant, c'était l'avenant 3, donc 2012. Mise en place d'un zonage qui a été après cassé en Conseil d'État par la FFMKR qui l'avait mis en place et qui l'avait signé. Donc il y a eu un zonage pendant 2 ans avec entre guillemets, des modalités qui étaient différentes et qui sont différentes à chaque fois. Donc comme il n'y avait eu que 2 ans sur le premier zonage, il n'y a pas eu tellement d'évaluation sur cette mise en place parce que ça a été très court. Mais néanmoins, on avait eu, lors de la négociation de l'avenant 5, qui a été signé par le SNMKR, et pour rappel, l'avenant 7 qui a été signé par la FFMKR réalisé. Donc, avenant 5, on avait eu plutôt un retour au niveau national, mais pas au niveau régional, en disant que c'était plutôt un effet d'aubaine, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans la zone et qui voulaient s'installer dans la zone, ben, ils touchaient les 50 000, mais ça n'avait pas fait varier de façon significative. Il n'y avait pas eu de grand mouvement des zones surdotées vers les zones sous-dotées. Sur l'avenant 7, donc, où il y a eu une négociation il y a 1 an et demi, le retour de la CNAM a été sensiblement la même chose. Et au niveau de l'Île-de-France, on devait avoir une présentation de la part de l'ARS Île-de-France sur cet effet du zonage, et on l'a toujours pas eu. Je suppose qu'en fait, ils n'ont pas eu les données, ils n'ont pas été en relation avec les uns et les autres, mais dans les chiffres qui nous avaient été donnés pendant cette période, donc en Île-de-France, il n'y avait pas de zone surdotée jusqu'à il y a 3 mois, donc ce n'était que la partie visible, c'est-à-dire l'installation ou la mobilité donc vers ces zones-là. On n'a pas significativement de zones en Île-de-France sur les zonages qui ont changé. C'est-à-dire que c'est un peu toujours les mêmes zones qui apparaissent. Donc il n'y a pas eu une arrivée massive de l'ensemble de la France vers les zones sous-dotées d'Île-de-France pour que ça modifie la répartition de cette offre et de ces zonages. Voilà ce qu'on peut dire sur l'évaluation et la mise en place 2024. Par contre, sur 2026, on a déjà des réunions avec l'ARS Île-de-France pour avoir une évaluation et un suivi. Je me permets de compléter. Donc, il n'y a pas eu, si je récapitule, il n'y a pas eu d'évaluation en fait pour l'impact du zonage kiné en Île-de-France. Par contre, il y a eu une évaluation qui a porté sur le zonage infirmier, qui a montré que ça avait quand même des effets sur les zones très dotées et les autres, enfin sur le volet très sous-doté et très doté, pour une meilleure répartition, donc, efficace, mais avec beaucoup de stratégies de contournement. Du coup, à voir si c'est la même chose qu'on observe chez les kinés. En tout cas, nous, on fait la demande d'une évaluation et à voir si elle va être mise en œuvre. Alors, ce qui est certain, et ça on l'a parce qu'au niveau syndical, on a des échanges avec les autres régions, ce qu'on peut constater, c'est que l'application, notamment des dérogations ou de l'application stricto sensu de l'avenant et du zonage, est différent en fonction des départements, puisque c'est les CEPAM qui doivent, entre guillemets, valider ces dérogations ou accepter ou pas accepter. Et il y a des départements où c'est très dur, comme Strasbourg, où là, ils veulent aucune dérogation parce qu'ils considèrent qu'ils sont déjà envahis par les Allemands qui ont passé la frontière.
et d'autres qui sont plutôt plus favorables aux dérogations, parce que de toute façon, ils ont bien compris qu'il y avait un déficit dans leur département et que de ce fait-là, même en zone surdotée, dans certains départements, il manque quand même de kinés sur certaines filières et donc il y a une volonté. Voilà, donc en Île-de-France, on ne peut pas vous dire réellement, puisque ça vient de commencer, et quelle va être la stratégie de la CEPAM du 75 en lien avec les représentants syndicaux. Mais en tout cas, je dirais, cette évaluation et ce suivi, c'est une chose évidemment qu'on demande pour faire évoluer le dispositif. Deuxième question qui porte sur le même sujet, est-ce que le zonage a amélioré l'accès aux soins durant les dernières années? Comme l'évaluation n'a pas été faite, c'est difficile de répondre à cette question. Si on regarde à l'international, ce qui ressortait de la littérature, c'est que les mesures strictement financières n'étaient pas suffisantes et que généralement, c'est une pluralité d'outils qui permettait d'améliorer l'accès aux soins et d'être efficace. Yvan, si tu veux compléter. Oui, sur l'Île-de-France quand même, pour les médecins, l'ARS a fait une étude en Île-de-France concernant le zonage médecin et ça montre quand même un changement de zone et une amélioration de l'accès aux soins par ces aides incitatives. Mais en fait, si vous voulez, ce que dit Flore, c'est que 50 000 euros pour un kiné sur 5 ans, ça fait 10 000 euros par an. Pour certains, ça peut être significatif pour s'installer dans une zone. Pour d'autres, ça ne sera pas suffisant sur des chiffres d'affaires qui sont, pour certains, de plus de 80 000 euros ou 100 000 euros. La question pour les médecins, c'est qu'en fait, ils ont les mêmes aides à 50 000 euros. Mais par contre, de la région et de l'ARS, ils peuvent avoir, grâce à ces aides initiales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des compléments d'aide, notamment sur de l'aide à l'investissement, qui peuvent monter jusqu'à 400 000 euros. Donc là, si vous avez, je dirais, une prise en charge de 400 000 euros sur votre cabinet, je dirais, la- l'investissement de votre cabinet et autres, plus les 50 000 euros par l'assurance maladie, plus vous êtes en groupe, vous pouvez cumuler, ça fait des sommes qui sont très importantes. Et donc, pour les médecins, ça a changé les choses. Pour les autres professions qui n'ont pas, entre guillemets, ce bonus par la région, le département ou l'ARS, majoritairement, ça n'a pas trop changé les choses. Alors, on a des questions sur le chat. Est-il normal que les demandes d'aide soient conditionnées à l'obligation de fournir les contrats d'exercice? Par exemple, refus d'aide en tant que kiné avec contrat d'assistant. En fait, les aides, elles sont conditionnées. Il y a trois types d'aides. Il y a ceux qui, en fait, s'installent et créent leur activité dans la zone. C'est-à-dire, j'ouvre un cabinet, je n'étais pas dans la zone et donc je touche 50 000 euros. Après, il y en a une autre qui est, je ne crée pas l'activité, je suis assistant et à ce moment-là, on touche 34 000 euros. Ou je suis déjà installé dans la zone et donc là, je crois que c'est 9 000 euros ou 6 000 euros. Enfin, je ne sais plus exactement. Vous avez tout ça sur notre site internet. Et donc, c'est en fait l'activité que vous allez avoir et qui, entre guillemets, met en place cette activité, c'est-à-dire le titulaire ou un assistant d'un titulaire, qui va conditionner les aides. Donc oui, c'est voilà, il est normal que soit demandé de fournir les contrats pour voir dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, un assistant, si je comprends la question de Laurent, un assistant aujourd'hui ne peut pas percevoir d'aide? Si, bien sûr. Il peut percevoir une aide. S'il arrive en tant qu'assistant, il touchera 34 000 euros. S'il est déjà dans la zone, c'est du maintien, donc normalement, il devrait toucher aussi l'aide. Mais voilà. Visiblement, il y a un souci dans cette Bah, si vous zone-là. avez un refus, il faut faire remonter au syndicat ou nous faire remonter qu'on fera. Vous êtes dans quelle zone, Laurent? 94, donc il faut Ouais. voir avec la CEPAM du 94. Voilà. Mais on transmettra et on verra ce qui a bloqué. Parce que normalement, on avait bien prévu qu'il y ait les trois types. Il n'y a que les remplaçants qui peuvent pas percevoir des aides, mais parce que. Je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir à l'oral, si vous m'entendez. C'est qui? Oui. Ouais. Laurent, Ok. On a levé un lièvre, là, visiblement, on était les seuls, parce qu'il y a très peu de villes en zone sous-dotée, quand même très sous-dotée. Et Ouais. visiblement, on a levé un lièvre. Donc, effectivement, on a fait remonter à la FEDE, la FFMKR. Et visiblement, effectivement, et ça remonte au national, il y a un souci. On a un refus parce qu'on a une kiné qui a un statut d'assistante
Oui. Et c'est donc bloquant pour obtenir une aide avec un engagement, etc. Ce qu'on ne comprend absolument pas. Vu les contrats, vu que dans l'avenant 7, il est bien spécifié, il n'y a pas de différenciation assistante. Donc, je confirme, pour avoir fait le recours, on a aujourd'hui la seule possibilité, c'est de refaire un contrat à ce jour, mais il semblerait que la sécurité sociale n'ait pas d'obligation à nous demander nos éléments contractuels, à savoir tant nos statuts, qu'elle a déjà, puisque on est inscrit, mais aussi sur les contrats. Donc, c'est pour ça que je me permettais de poser cette question, parce que visiblement, il y a une vraie question à ce sujet. Ouais, bon, on n'a jamais eu ce retour, hein, mais la CPAM du 94, je veux dire, est comme les autres, c'est-à-dire prend parfois sur la bonne foi qu'ils ont eux des décisions, c'est justement pour ça qu'il y a un appel en CPN. Et donc, normalement, au niveau national, donc en commission paritaire nationale, on étudie tout ce qui remonte des départements. Et c'est pour ça que là, généralement, ça se traite rapidement, parce que si vous arrivez avec les représentants, on n'attend pas d'avoir une commission nationale une fois ou deux fois par an pour traiter les choses. Ça peut se traiter rapidement. S'il y a des refus, si c'est évidemment étayé et si ça remonte par les syndicats, et donc la FEDER fera remonter l'information au niveau national sans aucun problème. Voilà. Une autre question sur le chat. Si on travaille seul dans une zone non prioritaire à Paris, peut-on recruter un assistant sans passer par la règle d'une arrivée pour un départ? Il me semble que non. Du coup, ce serait une installation Oui. en zone non prioritaire. C'est pas possible du coup de prendre un assistant quand on est déjà en zone non prioritaire, à moins d'un départ d'un collègue sur le territoire. Voilà. À moins qu'il ait éventuellement une spécificité d'exercice, etc. Et à ce moment-là, il faut demander une dérogation. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est que aujourd'hui, en fait, le nombre de kinés qui sont installés dans les zones non prioritaires sont, je dirais, fixes. Et donc, il y en a un qui part, un qui rentre. Et donc, si aujourd'hui, personne ne part de la zone, ben, personne n'y rentrera, qu'il soit assistant, qu'il soit titulaire ou qu'il soit... c'est tout. Il n'y a que ces deux possibilités. Voilà. Alors, troisième et dernière question sur la pertinence du zonage. Face aux mesures coercitives imposées aux étudiants et étudiantes diplômés en 2028, ne craignez-vous pas une augmentation de masse du non-conventionnement ou du déconventionnement des néodiplômés et du coup une dégradation de l'accès aux soins des populations les plus précaires? C'est une vraie question. Aujourd'hui, les jeunes, et il y a eu une manifestation fin décembre de la FNEC et des étudiants, puisque en fait, dans le deal qui était, entre guillemets, avec l'assurance maladie et les syndicats qui ont signé, il y avait le fait d'imposer aux jeunes diplômés à partir de 2028 de s'installer en zone sous-dotée ou très sous-dotée, ou dans les établissements en Île-de-France, mais un peu partout pendant 2 ans à compter de la date de leur diplôme. Ça, c'était donc une mesure coercitive imposée pour notamment, puisqu'au départ, c'était une volonté que pour les établissements de remettre des étudiants dans les établissements parce que les établissements, notamment publics, se plaignaient de ne plus avoir de kiné. Et donc, on avait à peu près 3000 postes vacants dans les établissements. La négociation a fait que on a pu obtenir, nous, en libéral, quand même des installations en zone sous-dotée, très sous-dotée. Mais le corollaire à ça, c'était de donner aux étudiants la gratuité des études. Et donc, normalement, la gratuité des études, elle devait se faire sur des groupes de travail qui devaient se mettre en place et apporter des solutions, des propositions au 1er janvier 2025. Et donc, les groupes de travail au niveau ministériel ne se sont pas réunis. Donc, certains étudiants demandent notamment à nos IFMK en Île-de-France, qui sont majoritairement des établissements payants, où en fait la pression financière est importante. Donc les étudiants demandent au directeur d'école de dire eh, mais pourquoi on ne rembourse pas? Quand est-ce qu'on va savoir comment on rembourse? Est-ce qu'on fait un emprunt ou pas? Et donc là, certains étudiants commencent à dire que si jamais on ne leur rembourse pas les études, avec la coercition en plus, ils vont arrêter leurs études. Donc ce qui est sûr, c'est que s'ils arrêtent leurs études, alors que la plupart des kinésithérapeutes qui s'installent en Île-de-France sont des franciliens, on a un risque évidemment de dégradation de l'accès aux soins et des populations les plus précaires, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des kinésithérapeutes, enfin des étudiants, s'installent plutôt en zone intermédiaire qu'en zone très sous-dotée ou sous-dotée.
On va passer aux questions cette fois-ci qui portent sur les modalités d'application du zonage. Donc, lors du colloque, 2 questions avaient été posées. Quel rapport de communication entre ARS, CEPAM et l'État? Et deuxième question, quelle marge de manœuvre sur le modèle théorique qui est imposé? Pour la première question, le rapport de communication entre les différentes instances, on vous a indiqué ici un petit peu les différentes étapes par lesquelles passe le zonage. Donc, tout d'abord, c'est l'adresse qui établit la modalité de calcul. Donc, c'est basé sur l'indicateur qui s'appelle APL, accessibilité potentielle localisée. Donc, d'abord l'adresse. Ensuite, la CNAM établit une cartographie en fonction de l'APL et négocie des ajustements avec les syndicats des kinés libéraux, donc en négociation conventionnelle. Troisième étape, c'est la DGOS, donc le ministère qui consulte le Haut Conseil des professions paramédicales et l'Ordre des kinés. Et suite à cette consultation, valide et publie la méthodologie d'application et notamment la marge de manœuvre qui est laissée aux ARS. Quatrième et donc dernière étape, c'est l'ARS qui publie le zonage après avoir bien sûr consulté les différentes instances régionales, à savoir l'URPS Kiné Île-de-France, les conférences paritaires régionales, les CPR, qui incluent les syndicats et l'assurance maladie, et les commissions, j'ai dit quoi? Conférences, pardon. J'ai confondu avec le CRSA. Donc, l'ARS qui consulte l'URPS Kiné Île-de-France, les CPR, les CTS et la CRSA, et qui ensuite publie le zonage. Avec la marge de manœuvre qui est laissée et qui est, je ne sais pas si on en parle tout à l'heure ou pas. En Île-de-France, là, c'est 5%. La grosse différence par rapport au zonage médecin, c'est que le zonage médecin a une marge d'application en région très importante laissée par le ministère de la Santé. Alors que nous, la marge de manœuvre théorique, vous le voyez là-dessus, ce n'est qu'un échange de zones qui correspond à 2,5% de la population entre zones sous-dotées et zones très sous-dotées, ou 2,5% de la population entre zones non prioritaires et zones intermédiaires. Et c'est vrai que sur cette particularité-là, on a des choses très différentes. Et c'est vrai que même sur le premier zonage en 2012, on avait 5% de marge qui nous permettait de transformer les zones. Après, en 2018, on a eu 5% de marge avec des échanges de zones, ce qui était complètement différent. Et là, on est sur des échanges de zones avec 2,5% de marge. Donc, vous voyez que sur des zonages, 3 zonages qui concernent les kinésithérapeutes, eh bien, en fait, on a des modalités d'application qui sont différentes et donc qui laissent plus ou moins de marge de manœuvre aux ARS et donc à l'URPS et donc aux acteurs régionaux. Et c'est vrai que si on regarde les différentes professions, les médecins, ils ont une marge d'adaptabilité pratiquement complète sur les changements de zone et les changements de classification de zone pour arriver jusqu'à 60% de zones, je dirais, aidées, alors que les orthophonistes ont 0 marge de manœuvre. Donc c'est pour ça que quand on a des gens qui donnent des aides comme la région, se baser sur toutes les aides différentes avec tous les zonages différents, c'est difficile. C'est pour ça qu'eux choisissent en fait de ne prendre que les médecins, le zonage médecin, qui pour nous parfois est pertinent et parfois pas pertinent. Mais vous voyez que même pour des associations en maison de santé ou en cabinet de groupe, hein, avec une démographie équivalente, vous pouvez avoir certaines professions qui ont des aides, généralement les médecins, et d'autres qui n'en ont pas du tout, généralement les autres. On a une question sur le chat. Comment peut-on se tenir au courant en temps réel des projets de départ de la zone non prioritaire? On ne peut pas. On ne peut pas. Les seules personnes qui les ont, c'est en fait l'assurance maladie, puisque c'est l'assurance maladie qui reçoit les informations en temps réel et qui les étudie. Et c'est vrai qu'avant, il y avait des commissions paritaires départementales, qu'on appelle maintenant les commissions paritaires libérales, CPL dans le 75. Et c'est vrai qu'avant, on avait 2 réunions par an. Et dans les zones non prioritaires, ben, il y a des commissions à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, justement pour étudier les départs et les arrivées. Et c'est vrai qu'à Paris, on a beaucoup de monde. Donc je pense que les commissions vont être assez fréquentes pour pouvoir avoir l'info des gens qui partent ou des gens qui arrivent. Et après, c'est vrai qu'on a une liste
entre guillemets, des gens qui veulent arriver et qui est tenu aussi par l'assurance maladie, mais en lien avec les représentants des syndicats. Et donc, c'est eux qui ont toutes les informations. Donc les représentants des syndicats ont ces listes-là ou ont Ils ont accès à ces peut-être, listes-là. hein, ouais. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur la méthodologie du zonage? Sinon, on va passer. N'hésitez pas à les poser sur le chat. Sinon, on va passer aux questions qui portent sur des actions complémentaires au zonage. Et donc, notamment, lors du colloque, il y avait tout un tas de questions qu'on a classées en différentes thématiques. La question des domiciles, la question des spécificités d'exercice, la question de l'attractivité des territoires et enfin de l'accueil des stagiaires. On va commencer par les domiciles. Alors, les domiciles, bien évidemment, on est sur une question un peu particulière puisque normalement, la méthode APL, c'est en fait l'accessibilité de votre cabinet aux patients. Là, on inverse la tendance puisque les domiciles, c'est l'accessibilité du patient au kinésithérapeute. Et donc ça, c'est absolument pas pris en compte dans la méthode APL. Et pourtant, c'est une vraie problématique. Donc, on ne sait pas et chaque année ou chaque zonage ou chaque relation qu'on a avec l'ARS nous disent mais on ne trouve pas de kiné à domicile. Et aujourd'hui, concrètement, cet indicateur-là, c'est-à-dire le pourcentage de, kiné- de kinésithérapeutes qui, en fait, dans la population kiné, font exclusivement des domiciles ou partiellement des domiciles, ben, on a l'information, puisqu'en fait, l'assurance maladie nous donne chaque année le nombre de séances faites à domicile. Et c'est vrai qu'on pourrait la soustraire d'une méthode APL et l'intégrer pour justement, on a parlé tout à l'heure de l'équivalent temps plein homogène sur une région, ben, de se dire à un moment, dans cette ville-là ou dans ce département-là, combien il y a de population kinésithérapeute qui fait des domiciles et de ce fait-là, modérer ou moduler ce zonage. Et notamment puisque aujourd'hui, il y a des gens qui en fait se déclarent n'ayant pas de cabinet en banlieue, qui viennent travailler à Paris. Et donc là, c'est vrai que si vous faites des domiciles dans le 8e, dans le 5e, dans le 6e, dans le 7e, en fait, vous pouvez toujours faire des domiciles dans ces départements, enfin dans ces arrondissements, alors que vous ne pourrez pas avoir de cabinet et recevoir des gens, mais vous pourrez faire des domiciles dans ces arrondissements. Puisque là, votre adresse professionnelle, ça sera votre domicile. Et donc, si vous n'habitez pas dans ces 3 arrondissements, vous pourrez quand même exercer dans ces arrondissements à domicile. Voilà, donc c'est pour ça que la question du domicile n'est pas prise en compte dans la méthode APL. Elle est vraiment prégnante chez les infirmiers qui font pratiquement à 90% que des domiciles, mais même pour eux, c'est pas pris en compte. Et du coup, la personne demandait comment est-ce qu'on pourrait améliorer la question des domiciles. Donc, outre le fait de le prendre en compte dans le zonage, il y a d'autres pistes d'amélioration, notamment déjà, vous, en tant que professionnel, individuellement, vous pouvez essayer de motiver plus les patients qui le peuvent à venir au cabinet. C'est pas toujours évident, bien sûr. Et deuxième élément, ce serait si vous faites du domicile, de l'identifier dans l'annuaire dont on parlait plus tôt, le ROR, pour bien montrer que votre offre, en fait. Et troisième élément, mais là, c'est peut-être pas de votre fait individuellement, c'est plus du fait des syndicats et de l'assurance maladie, d'essayer de travailler à la revalorisation de l'acte des soins à domicile pour attirer plus de professionnels sur cette offre de soins à domicile. Voilà. Sur la question des spécificités d'exercice, une personne nous avait partagé son sentiment que beaucoup de jeunes diplômés s'orientaient vers le sport et se questionnaient sur est-ce que les IFMK pourraient gagner à se rapprocher des cabinets qui exercent dans différentes spécificités d'exercice pour orienter les étudiants vers des domaines particuliers. Donc ça, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que les IFMK ont de toute façon une liste de cabinets, puisqu'en fait, quand vous êtes dans votre parcours de formation, vous devez évidemment suivre le parcours un peu normé de voir de la pédiatrie, de la neurologie, de l'orthopédie. Et donc, soit vous allez dans un service spécialisé qui est bien identifié, soit vous allez dans des cabinets qui aujourd'hui se spécialisent et se décrivent vis-à-vis en fait, des IFMK pour justement prendre des stagiaires
notamment en neuro, notamment en ortho, notamment en pédiatrie ou en pneumo, etc. Donc c'est déjà le cas, mais bien évidemment, si ces cabinets se décrivent sur l'Aurore, nous avons une convention avec l'assurance, avec l'ARS et l'ordre, et pour que en fait les étudiants aient accès au ROR. Donc les étudiants ont accès au ROR, les directeurs d'IFMK, la plupart sont kinésithérapeutes et donc ont accès au ROR. Et donc de ce fait-là, si les gens se décrivent sur l'annuaire du ROR, ben en fait, ça sera vu aussi par les IFMK et les étudiants. Après, certains regardent Doctolib, puisqu'il y a déjà aussi d'autres informations, et l'ordre est en volonté aussi de mettre en place un annuaire pour pouvoir, je dirais, valoriser les spécificités d'exercice qu'ils ont mis en place. Voilà, donc toutes ces informations, et bien évidemment, les étudiants aujourd'hui, normalement jusqu'en troisième année, enfin en K2, K3 doivent avoir, je dirais, des cours génériques et des informations génériques en kinésithérapie. Et après les 2 dernières années, K4 et K5, hein, ils doivent pouvoir aussi avoir un projet professionnel et donc orienter leur choix de stage vers ce projet professionnel. Tant qu'on est dans la question des étudiants, sur l'accueil des stagiaires, une question, c'était comment valoriser les stages en cabinet libéral, notamment comment valoriser le maître de stage. Et donc justement, à l'URPS, on a mis en place un petit outil de e-learning pour essayer d'améliorer les compétences d'accueil des stagiaires. C'est un e-learning qui est gratuit, qui se fait en 2-3 heures maximum, qui est accessible à tous les kinés, voire même aux étudiants. Donc n'hésitez pas à le faire, tout simplement. On a mis dans la marge à gauche le lien pour y aller. Le lien est un peu long, mais il suffit d'aller sur notre site internet, donc URPS Kiné Île-de-France. Et dans la catégorie, dans la rubrique accompagné, allez voir l'outil qui s'appelle Kinego. Et bien sûr, on est preneur de vos retours pour améliorer l'outil. Et il faut savoir qu'on expérimente cette année un parcours qu'on a appelé Studi Clinica, qui consiste à demander aux kinés qui se sont inscrits donc en fin de l'année dernière, on leur demande de suivre le e-learning et de participer à 2-3 sessions en visio et de prendre en stage un étudiant en clinica avec les établissements avec lesquels on fait cette expérimentation. Et en contrepartie, on finance le maître de stage pour cet accueil plus qu'il fait à l'étudiant. Et donc, si cette expérimentation fonctionne bien, on va la reconduire l'année prochaine. On la reconduit l'année On la reconduit, prochaine. c'est sûr. On la reconduit. Donc, restez, à ce moment-là, restez à l'affût de nos newsletters pour vous inscrire éventuellement l'année prochaine si vous voulez être rémunéré en échange de cet engagement à accueillir des stagiaires et à suivre cette formation. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'URPS Kiné Île-de-France, depuis 2014, on a un partenariat avec l'Agence régionale de santé pour valoriser en fait la fonction de maître de stage en libéral. Et donc cette valorisation, elle s'est faite à travers la prise en charge de formation en 2014. Et puis après, elle s'est faite à travers la proposition qu'on avait faite au niveau national de valoriser les stages en libéral et donc les maîtres de stage, puisque l'avenant 5 donnait 150 € par mois à ceux qui avaient signé un contrat en zone sous-dotée et que l'avenant 7 l'a majoré à 300 € pour les quatrième années et les cinquième années au prorata temporis d'un temps plein et que nous, ben, on augmente ce potentiel puisque vous savez qu'en Île-de-France, on n'a que 17% de zones aidées. Et donc là, on étend ce principe sous couvert de Kinego, comme vient de le dire Flore, et sous couvert évidemment d'un partenariat pour l'instant avec 3 IFMK que sont les FOM, l'encre et le CERF. Et donc là, cette année, on va l'étendre aux autres IFMK et donc augmenter le nombre de kinésithérapeutes qui peuvent accueillir des maîtres de stage, sachant qu'on n'a pas une enveloppe infinie et que les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Pour répondre aux questions de Sofiane sur le chat, combien d'années un étudiant devra-t-il travailler en zone sous-dotée après sa formation pour répondre aux obligations liées à sa pratique? Si je ne me trompe pas, c'est 2 années. Et pour répondre à la deuxième question de Sofiane, c'est si durant son clinica, un étudiant effectue un stage dans une zone sous-dotée, les heures de pratique réalisées peuvent-elles être prises en compte et déduites des obligations futures lors de son installation en libéral?
Oui, La réponse est la oui, et réponse dans est les oui. zones très sous-dotées où il y aura des aides, et en zone sous-dotée également. Alors par contre, je crois que c'est que sur le Voilà. stage long, que sur le clinica de dernière année, mais Ouais. à vérifier. Je suis pas Ouais, sûre que enfin, les c'est stages plus je crois courts que soient... les aides financières dont je vous ai parlé, c'est K4, K5, et normalement, c'est que K5 sur, je dirais, l'anticipation, ce qui fait 3 mois de moins si on a fait un stage en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Et Et donc, voilà. il y avait encore deux questions. Question d'Élodie. 18 ans d'exercice dans une zone soi-disant intermédiaire. Pourtant, la plupart des habitants se plaignent de ne pas avoir assez de kinés. On obtient enfin un classement en zone sous-dotée. Et bizarrement, les aides ne concernent plus que les zones très sous-dotées. Est-ce que vous croyez vraiment que toute cette histoire de zonage sert réellement à quelque chose et va donner envie aux jeunes de devenir professionnels de santé? La réponse, c'est non. La réponse, c'est on aurait aimé être comme les médecins, c'est-à-dire avoir, comment dirais-je, des aides dans les zones très sous-dotées et sous-dotées. La grande question aujourd'hui, c'est l'enveloppe budgétaire qui est donnée aux kinésithérapeutes par rapport à celle qui est donnée aux médecins. Je veux dire, je pense que la méthode est une méthode incitative, mais clairement, l'enveloppe financière qui est open bar chez les médecins ne l'est pas chez les kinés. Donc, Et comme on l'a vu dans la littérature internationale, un outil ne suffit pas. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs. Et donc, le zonage ne constitue qu'un outil qui a ses limites, qui a le voilà. mérite d'exister, mais qu'on cherche à améliorer. Mais surtout, on cherche aussi à faire évoluer d'autres, mettre des actions complémentaires en place. Sachant quand même que dans la littérature et en Mm. France, la plupart des gens, quand ils disent pourquoi, enfin ils répondent, et les kinésithérapeutes sont les mêmes, pourquoi vous êtes installé dans cette zone-là, c'est plutôt des indicateurs de personnel que professionnels. Mm. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ceux qui veulent faire de la recherche ou avoir un exercice hyper spécifique, qui vont travailler par exemple en réanimation. Et là, vous pouvez penser qu'au milieu de la pampa, il n'y a pas de réanimation et ça sera difficile. Clairement, aujourd'hui, c'est plus soit j'habite dans la zone, soit il y a des écoles intéressantes pour mes enfants, soit etc. etc. Donc après, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une employabilité un peu partout en Île-de-France. Et donc c'est vrai que vous allez choisir là où vous vous installez personnellement, et après, vous allez essayer de trouver du boulot à côté, quoi. Voilà. Alors, deux dernières questions et après on va clôturer ce webinaire parce qu'on arrive à 14 heures. Laurent posait la question de la pratique du DE sur Paris qui constitue un facteur d'attractivité pour les jeunes diplômés et qui constate que la génération actuelle tend à moins d'horaires de travail en performant ainsi son chiffre d'affaires. Et donc ça recoupe la question qu'on n'avait pas traitée sur la slide, qui est comment améliorer l'attractivité des territoires. En effet, sur Paris, le DE peut constituer un facteur d'attractivité, mais pas que, comme le dit Yvan. Finalement, c'est aussi des facteurs personnels ou de rapprochement familial qui jouent sur l'attractivité et le choix d'installation. Mais clairement, je veux dire, Paris aujourd'hui en Île-de-France, je veux dire, quand vous êtes étudiant en Île-de-France et que vous avez fait vos études à Paris dans une école à Paris Intramuros, que vous faites vos stages à Paris et que vous voyez les chiffres d'affaires, hein, entre guillemets, que peuvent avoir notamment les assistants, parce que les titulaires, c'est un peu différent à Paris, Paris est très attractif. En plus, on s'est aperçu que dans l'étude qu'on a fait en 2019, c'est qu'en fait, si vous avez une spécificité d'exercice, le territoire a tendance à vous donner la possibilité ou non d'exercer cette spécificité. Si je prends un exemple, vous faites de la neuro, si vous êtes au milieu du 77 et vous êtes le seul kiné, si vous commencez à dire je ne prends que des patients neuro, vous allez avoir tous les médecins, tous les patients qui vont vous dire et moi, entorse de cheville, et moi ceci, et moi cela. Si vous êtes Paris Intramuros en lien avec les neurologues d'un établissement, que c'est le neurologue qui vous envoie des patients et que vous êtes reconnu sur cette filière-là, vous aurez bien plus de facilité à exercer, entre guillemets, votre spécificité d'exercice dans votre coin, enfin dans votre arrondissement. Donc clairement, il n'y a pas que ça. Et sur les dépassements d'honoraires, vous savez qu'à Paris aujourd'hui, l'assurance maladie essaye de réguler un peu les dépassements d'honoraires qui ont bondi, qui sont importants. Comme c'est écrit dans le chat, l'autre facteur qui est quand même aussi réel, c'est qu'on est passé, entre guillemets, de 3 ans d'études à 5 ans d'études en 2015. Et donc, de ce fait-là, les jeunes professionnels qui rentrent dans la vie professionnelle en tant que kinésithérapeute à Bac+5 évaluent, entre guillemets, leurs compétences et leur salaire à des niveaux qui ne sont pas à 16,13 € ou 16,57 €
etc., à des tarifs conventionnés. Et donc aujourd'hui, on voit bien que je veux dire, la particularité dans une zone, c'est aussi d'avoir un modèle économique qui correspond, entre guillemets, au niveau de vie et au niveau que vous pensez en fait valoir quand vous vous installez et que vous dites j'ai fait un bac+5, j'ai payé mes études 40 000 euros parce que j'ai fait 4 ans, que j'ai un emprunt, que j'ai des choses comme ça et que la kinésithérapie, ça vaut plus que 17 euros de la demi-heure. Voilà. Alors simplement, il y a 3 personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire qui avaient posé des questions dans le formulaire d'inscription. Donc la slide d'avant, c'était une question auquel on a répondu, qui était, simplement je la remets, j'exerce dans un cabinet en zone sous-dotée, est-ce que j'ai accès à cette aide-là, la CAMK? Eh bien non, c'est uniquement pour les zones très sous-dotées, on l'a abordé plus tôt. Il y avait une question qui portait sur comment se prémunir d'un péril économique si un collaborateur s'en va du cabinet. Le recours, c'est effectivement une demande de dérogation. Donc, c'est dans la Convention nationale, page 13, vous avez ce qu'on a mis à l'écran, c'est la dérogation au principe de régulation pour risque économique. Vous pouvez faire une demande de dérogation dans ce cas-là. Et la troisième question, c'était dans une ville qui est séparée par une départementale, est-ce qu'on peut classer les quartiers dans des zones différentes d'une part et d'autre de la départementale? Eh bien, malheureusement, non. La méthodologie du zonage se base sur des unités plus grandes que simplement le périmètre des quartiers. Vous avez tout qui est indiqué sur la slide, on pourra vous communiquer le PowerPoint, mais la méthodologie se base vraiment sur les bassins de ville, cantons-ville, et c'est des échelles vraiment bien plus vastes que simplement les quartiers. Et on va arriver à la fin du zonage, la fin, pardon, du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail à contact@urps-ile-de-france.org ou simplement nous suivre sur les réseaux, vous inscrire à nos newsletters, consulter notre site web. Et on vous invite tous les premiers mardis de chaque mois, entre 13h et 14h, à venir en visio, échanger sur des projets que vous pourriez avoir si vous êtes en CPTS. Oh, merci. Est-ce que éventuellement il y aura un mot là-dessus? Non, bah, Annuaire-ROR, on en a parlé. Les kinés en CPTS, donc on a mis, comme vous le savez, des informations parce que les CPTS proposent évidemment je dirais des projets ou des organisations qui aujourd'hui peuvent intéresser les kinésithérapeutes. Donc on donne l'information aux kinésithérapeutes et on leur montre que dans certaines CPTS, il y a des projets qui peuvent être mis en œuvre grâce à la CPTS et avoir des rémunérations pour pouvoir le faire parce que les CPTS sont financés et donc ce n'est pas du bénévolat. Donc il y a des indemnités pour pouvoir justement porter des projets, être acteur de projet ou être auteur de projet. C'est possible. Et là, simplement, on a quelques petites questions pour vous. On se demandait parmi vous qui connaissait déjà le ROR et est-ce que vous y êtes déjà inscrit? Êtes-vous inscrit au ROR? Merci d'avoir répondu. Et est-ce que vous êtes inscrit, est-ce que vous êtes membre d'une CPTS? Ouais. Parmi vous, est-ce que vous êtes membre d'une CPTS? Ok. À peu près moitié-moitié. Et dernière question, connaissez-vous Kinego? Moitié-moitié. Ok, moitié-moitié aussi. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions à notre adresse mail, à participer à nos webinaires. Et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.